Donc, on passe à présent à la troisième partie qui s'intitule Attraction et indépendance. Donc, on a vu comment décrire simplement notre base de données à partir de tri à plat où les résultats sont présentés uniquement à partir d'une variable, la répartition des modalités d'une variable. Étape suivante, on prend non plus une variable, mais deux variables. On va croiser deux dimensions. Et là, on a conscience que ce croisement n'est pas le fruit du hasard, parce qu'on peut, dans notre base de données, croiser tout avec tout. Alors là, je vous ai pris un exemple fictif où on a une petite enquête très simple qui comporte 4 variables, mais vous allez voir au deuxième semestre, lorsque vous allez vous-même effectuer ces traitements statistiques et donc vous allez vous-même produire ces tableaux croisés, vous aurez à votre disposition à peu près 300 variables. Si vous commencez à croiser ces 300 variables entre elles, vous allez vite être submergé par l'information et tous les croisements possibles. Donc il faut à chaque fois, lorsque vous croisez deux dimensions, il faut à chaque fois avoir en tête les questions, les hypothèses sous-jacentes de votre travail. Et donc, il faut bien sûr avoir un questionnement sociologique et vos tableaux, vos analyses statistiques viennent alimenter votre réflexion sociologique. Donc, on peut dire, et vous allez voir, on peut dire que le tableau croisé, c'est la base de l'outil du sociologue. C'est vraiment un outil de base, donc très simple à manier, et en même temps, on peut déjà aller assez loin dans l'analyse et dans l'interprétation qu'on peut faire à partir de ces résultats chiffrés. Le danger, le risque que l'on peut avoir, c'est de se perdre, ce que je vous disais dans la partie précédente, c'est de se perdre dans la somme d'informations qui sont visibles dans notre tableau croisé. Donc il va falloir sélectionner les chiffres, il va falloir choisir les résultats et ne pas chercher dans votre description, dans votre analyse écrite, et il ne faut pas chercher à tout dire. Vous présentez, vous allez voir, vous allez présenter vos tableaux croisés et ensuite vous allez décrire, analyser les résultats, mais en allant chercher la bonne information, les principaux résultats. Il ne faut pas noyer, c'est ce qui arrive pourtant parfois dans les articles, dans les analyses qui sont proposées, de vouloir tout dire. Si on a un tableau qui est présenté, et le tableau est là, on ne va pas chercher à répéter tout ce qui est présenté dans le tableau, mais il faut au contraire essayer de trouver la bonne information. Donc pour ça, on va avoir des petits indicateurs. Donc le premier, c'est par exemple les écarts à la moyenne qui nous permettent d'avoir une lecture assez simple de nos tableaux croisés, notamment lorsqu'ils deviennent compliqués à lire, et qui nous permettent de synthétiser en quelque sorte l'information et d'aller à l'essentiel. Donc on reprend ici, on reprend donc un autre exemple de tableau croisé que je vous ai présenté pour le moment en effectif. Donc, on a dans ce tableau, on a croisé la filière universitaire. Donc, dans quelle filière universitaire l'étudiant s'est inscrit. Et deuxième variable, le sexe. D'accord? Donc, j'ai intitulé ce tableau la filière universitaire suivie des étudiants de France selon le sexe, ce qui
normalement déjà une piste hein, sur les deux variables et le sens de la liaison. Donc les résultats sont présentés sous la forme d'effectifs. Donc comme d'habitude, les mêmes questions, hein, il faut avoir les mêmes réflexes hein, dès qu'on a un tableau sous les yeux. Quelle est la population interrogée, les variables et à quelles questions ce tableau permet de répondre. Donc la population ici, c'est l'ensemble des étudiants qui sont inscrits dans une université française en 2013. On a un échantillon, hein, vous prenez le total croisement des deux marges, vous voyez qu'on a 9300 étudiants ici interrogés. Les deux variables donc, qui sont croisées, ce sont deux variables catégorielles. La première, c'est le sexe. Modalité, il y en a deux, homme, femme. Et la deuxième variable qui est présente dans ce tableau, c'est donc la variable filière universitaire. Et elle se comporte 5 modalités, le droit, sciences éco, lettres, sciences humaines, sciences et médecine. Donc attention, lorsque vous lisez votre tableau et vous cherchez donc à rendre compte des modalités de chaque variable, évidemment, je le dis, mais je trouve quand même l'erreur de façon récurrente, évidemment, la situation marginale, donc le total, ce n'est pas une modalité. D'accord? Donc nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5 modalités d'un côté, 2 modalités de l'autre. À quelles questions ce tableau permet-il de répondre? Donc la réponse est sous-entendue dans le titre. C'est bien, la question, c'est bien de savoir si le sexe a une influence sur la filière choisie. Est-ce que le fait d'être une femme ou un homme joue dans le choix des études post-bac et dans le choix des études, là plus précisément, pas seulement pas post-bac, hein, mais uniquement des filières présentes à l'université. Donc, est-ce que le sexe détermine la filière? Est-ce que le sexe joue sur la filière choisie? La variable à expliquer, c'est donc la filière. La variable explicative, c'est le sexe. Ça signifie que je vais comparer ici les choix des hommes aux choix des femmes. Et je vois dans ma population que j'ai interrogé 4364 hommes sont interrogés et que 4936 femmes sont interrogées. C'est là aussi, non pas, comme j'entends parfois dans les commentaires, non pas une erreur d'échantillonnage, hein, c'est la situation actuelle. Hein, à l'université, les filles sont plus présentes, plus représentées que les hommes. Elles sont plus nombreuses à faire des études post-bac et à s'inscrire à l'université. Donc, pour pouvoir comparer ces hommes et ces femmes, il va falloir basculer sous la forme de pourcentage pour pouvoir comparer. Sinon, je pourrais, dans la comparaison là, des effectifs, commettre des erreurs et donc considérer par exemple que les femmes sont plus nombreuses, elles sont 712 à s'inscrire en droit contre 621 hommes. Je pourrais considérer qu'elles sont plus nombreuses à suivre un parcours proportionnellement plus nombreuses à suivre un parcours en droit que les garçons, ce qui n'est pas le cas. Si l'effectif est effectivement plus élevé, dès l'instant où on va passer en pourcentage, on verra que ce n'est plus le cas. Donc le tableau là d'effectifs n'est pas très simple à lire. C'est pourquoi on va le présenter sous la forme de pourcentage. Donc là, les pourcentages sont indiqués en bleu.
Donc j'ai laissé les effectifs, c'est toujours une information intéressante. Et comme je vous le disais aussi précédemment, si vous ne laissez pas les effectifs case par case, dans l'idéal, c'est bien d'avoir quand même les effectifs marginaux, et donc de savoir qu'on a interrogé 9300 individus, que parmi ces 9300, il y a 4936 femmes. Bon, voilà, ce sont quand même des informations qui peuvent être utiles. Donc, ma variable explicative ici, c'est le sexe, et vous voyez que grâce à mes pourcentages en ligne, je peux comparer les parcours universitaires choisis par les hommes et par les femmes. Alors, qu'est-ce que je vois? Là, je peux dans un premier temps lire la situation marginale. Première information, première description de mon tableau. Je regarde les situations marginales. Je vois que en moyenne, 38% des étudiants, qu'ils soient des hommes ou des femmes, 38% sont inscrits dans une filière lettres ou sciences humaines et sociales. Autre, donc là, c'est a priori le pourcentage le plus élevé. Hein. Donc, près de 4 étudiants sur 10 suivent un parcours dans une filière littéraire ou de sciences sociales. Et à l'inverse, on voit que seuls 10% des étudiants, hommes ou femmes, donc toujours je lis là la dernière ligne, hein, la situation marginale, 10% des étudiants, 1 sur 10 est inscrit en médecine. Donc premier résultat, on voit que les filières ne regroupent pas la même part d'étudiants. Il n'y a pas une répartition homogène des étudiants filière par filière. Il y a des filières qui donc regroupent une part importante d'étudiants, alors qu'il y a d'autres filières qui incluent beaucoup moins d'effectifs, beaucoup moins d'étudiants, et on pourrait creuser cette dimension, essayer de voir qu'est-ce qui fait que finalement en médecine il y a moins d'étudiants qu'en lettres et sciences humaines, comment expliquer ces différents déséquilibres. Donc quand j'ai parcouru cette situation marginale, je peux ensuite regarder comment ça se joue ligne par ligne, comment ça se joue pour les hommes, comment ça se joue pour les femmes. Et je vais comme ça pouvoir comparer la situation des hommes et celle des femmes. Donc, on reprend l'inscription en lettres et sciences humaines. J'ai dit en moyenne 38% des étudiants sont inscrits en lettres ou aux sciences humaines. Par rapport à ce 38%, on trouve 50% des femmes. 50% des femmes sont inscrites en lettres et sciences humaines contre 25% des hommes. Donc si on compare chaque modalité ligne, donc si je compare la situation des femmes à la situation marginale et si je compare la situation des hommes à la situation marginale, je vais pouvoir en déduire s'ils sont surreprésentés ou sous-représentés par rapport à la situation moyenne. Ok ? Donc, je le dis autrement, en moyenne, 38% des étudiants sont inscrits dans une filière littéraire ou en sciences humaines. Par rapport à cette situation moyenne, on voit que les femmes sont surreprésentées. Il y en a plus que la moyenne. On dit qu'il y a donc attraction. Il y a une attraction entre le fait d'être une femme et le fait de s'inscrire dans une filière lettres ou sciences humaines. Inversement,
par rapport à la situation, à cette même situation moyenne, hein, par rapport à ce 38%, 25% des hommes sont dans ce parcours. Ils sont donc moins représentés que la moyenne, ils sont sous-représentés. On dit qu'il y a une opposition. Donc il y a opposition entre le fait d'être un homme et le fait d'être inscrit en lettres et ou sciences humaines. C'est ce que ce jeu de comparaison entre la situation marginale et la situation case par case, donc des pourcentages, là je raisonne à chaque fois à partir des pourcentages, ce jeu de comparaison, c'est ce que l'on appelle l'écart au pourcentage moyen. On parle aussi d'écart à la moyenne. Et donc, on le trouve tout simplement en faisant le pourcentage d'une case moins le pourcentage moyen, c'est-à-dire le pourcentage de la situation marginale. Donc, je prends l'exemple, là j'ai écrit l'exemple des hommes, 35% sont inscrits dans la filière sciences, donc parmi 100 hommes, 35 sont inscrits en sciences. La situation moyenne, c'est un étudiant sur 4 en sciences, 25% en moyenne, donc 35 moins 25, j'ai une proportion, un écart moyen de plus 10 en faveur donc, des hommes. Donc là, on peut dire qu'il y a attraction. Ils sont bien surreprésentés. Il y a une attraction entre le fait d'être un homme et le fait de se diriger vers cette filière sciences. Donc je peux formaliser ce raisonnement en présentant tous les écarts à la moyenne dans le tableau. Donc là, les écarts à la moyenne, je les ai mis en vert. Donc nous avons les effectifs, puis en bleu, les pourcentages en ligne, puis en vert, les écarts à la moyenne, les écarts au pourcentage moyen. D'accord? Donc c'est une différence de pourcentage. Et donc, quand il y a un signe plus, ça signifie qu'il y a une attraction, c'est-à-dire un lien positif. Quand il y a un signe négatif, donc il y en a moins que la moyenne, il y a une opposition. Alors attention, dire qu'il y a une opposition, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Il y a un lien. Ce lien est négatif. D'accord? Donc, mais il y a bien un lien entre les deux modalités croisées. Il y a bien un lien entre le fait d'être une femme et de s'inscrire en sciences. Juste, ce lien est une opposition. Là où il n'y a pas de lien, donc ça veut dire qu'une dimension n'est pas déterminée par une autre dimension, c'est lorsque le résultat est nul, c'est-à-dire égal à 0 ou proche de 0. Et donc là, on va parler d'indépendance. Et on peut représenter donc cette indépendance par le signe égal. Donc, indépendance, absence de lien. Ici, dans le croisement donc, de la filière universitaire et du sexe, il semble qu'il y ait indépendance, c'est-à-dire que le sexe ne joue pas dans le fait de s'inscrire en droit. Il n'y a pas ni surreprésentation, ni sous-représentation des hommes ou des femmes. Donc il n'y a pas... L'inscription en droit ne semble pas être déterminée par une appartenance sexuée. Donc, je peux, là je vous ai explicité les différentes étapes, écart positif, écart négatif, et exactement donc les écarts, moins 13, plus 12, mais je peux
le plus simplement possible, résumer l'information dans ce que l'on appelle un tableau des signes. Le tableau des signes, c'est le sens des liens. Je vois donc, dans mon tableau 4, tableau des signes, je vois donc rapidement où sont les liens. Donc là, évidemment, je n'ai que deux modalités, homme, femme, qui sont comparés. Donc évidemment, si d'un côté j'ai un lien positif, de l'autre j'ai un lien négatif. Hein. C'est binaire. Donc je vois très rapidement, en lisant ce tableau des signes, je vois très rapidement vers quelle filière les hommes sont en attraction et avec quelle filière les femmes sont en attraction. Et donc je vois rapidement, je peux rapidement dire qu'il y a principalement une attraction entre le fait d'être une femme et le fait de s'inscrire dans une filière littéraire ou de sciences sociales. Et inversement, je vois rapidement à partir de ce tableau des signes qu'il y a une attraction entre le fait d'être un homme et de s'inscrire donc dans les autres filières, à savoir sciences éco, sciences et médecine. Voilà, donc ce tableau des signes, écart au pourcentage moyen, donc un écart de pourcentage, me permet rapidement de visualiser les liens entre les modalités de mes deux variables croisées. Et donc ça me permet de commencer à répondre. La question est, le sexe a-t-il une incidence sur la filière universitaire choisie? Est-ce que mon choix d'orientation à l'université est déterminé par le fait que je sois un homme ou une femme? Si je regarde ce tableau des signes, la réponse, même si on va voir qu'il faut un certain nombre d'autres éléments pour être assuré de la fiabilité de mes résultats, mais là, à première vue, la réponse est oui. Oui, il y a bien, excepté pour le droit, il y a bien un effet du sexe sur la filière choisie. Alors, donc, cet écart au pourcentage moyen, c'est un premier indicateur pour nous aider dans l'analyse de ces matériaux, dans la description de ces matériaux, et surtout, ça nous aide à ne pas nous perdre dans tous les chiffres. Le but là, c'est pas de dire il y a tant de pourcents d'hommes qui vont en sciences, il y a tant de pourcents d'hommes qui vont en éco, et les femmes, elles sont tant de pourcents. D'accord. Le but surtout, gardez bien ça en tête, ce n'est pas de lire chaque chiffre du tableau. J'ai présenté mon tableau, maintenant, qu'est-ce que je peux en tirer comme principaux résultats? Mon tableau des signes, mon tableau des écarts au pourcentage moyen m'aide à ça. Mais dans la lecture et dans l'interprétation des résultats, je ne peux pas me contenter de la lecture de ces principaux chiffres. J'ai un certain nombre d'étapes à suivre que je vais vous résumer ici. Donc, première chose, une fois que, quand je souhaite analyser mes résultats, la première chose que je fais, c'est que je pose le contexte. Je redis qu'il s'agit d'une enquête, par exemple là c'est une enquête de l'ADEPE, donc qui a produit, toujours cette idée de d'où proviennent mes résultats, quelle fiabilité je peux apporter à l'enquête qui a été réalisée. Donc je redis d'où vient cette enquête. C'est une enquête de l'ADEPE, donc un ministère. Combien de personnes sont interrogées? 9300 étudiants, important. Si on a interrogé 100 étudiants, notre petit exemple précédent de 92 étudiants est là de 9300, ce n'est pas la même portée. Donc 9300 étudiants ont été interrogés. Quand? Là aussi, dans l'analyse des matériaux, la date de production des données est essentielle. Donc, je pose le contexte, je pose un peu le décor. Ensuite, je décris. Je décris que m'apporte ce tableau, qu'est-ce que je peux y lire. Premier élément qu'on a vu,
on regarde juste la situation marginale et on voit qu'il y a un certain déséquilibre dans l'orientation des jeunes bacheliers. Ils ne se tournent pas de la même façon vers les différentes filières universitaires. 4 sur 10, 2 sur 5 sont inscrits en lettres, en sciences humaines. Ensuite arrivent les filières scientifiques. Comment ces jeunes s'orientent? Si c'est l'une des questions que je me pose, comment s'orientent ces jeunes? Là, c'est aujourd'hui une question qui fait l'objet de nombreuses études. Je peux y répondre en regardant si le sexe a une incidence sur les choix post-bac, si le sexe a une incidence sur l'orientation à l'université. C'est une première dimension. Évidemment, je pourrais choisir plein d'autres dimensions explicatives. Et ce seul tableau ne peut pas suffire à mon analyse. Je pourrais ensuite regarder est-ce que les choix varient, par exemple, selon l'origine sociale des parents. Est-ce que les choix varient selon qu'on vit en milieu urbain ou en milieu rural? Est-ce que les orientations dépendent du fait qu'on est l'aîné ou le cadet dans la fratrie? Voilà. Il y a plein d'autres dimensions explicatives qui pourraient me permettre de mieux comprendre l'orientation des jeunes. Là, j'ai choisi comme dimension explicative le sexe. Est-ce que le sexe a une incidence sur les choix post-bac? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que mon tableau des écarts au pourcentage moyen m'indique? Il m'indique rapidement qu'effectivement, il y a des décalages qui apparaissent selon le sexe et que les filles ne semblent pas s'orienter dans les mêmes proportions vers certaines disciplines que les garçons. Elles optent davantage pour des parcours littéraires, alors que donc nous avons des garçons qui s'orientent davantage vers les filières scientifiques, on va dire sciences dures, et vers la médecine, donc filières dans lesquelles ils sont surreprésentés. Donc on les trouve plus que la moyenne. Une fois que j'ai décrit, d'accord, sans me perdre, encore une fois, c'est pas évident d'écrire, de présenter des résultats statistiques parce qu'on peut avoir tendance à vouloir redire, alors voilà, 42,3, 5,7. Non, quelle est l'information principale? Souvent, je n'ai même pas besoin de redonner vraiment des chiffres. Je peux dire un tiers, je peux dire la majorité. Essayer de donner l'information le plus simplement possible. Éviter aussi dans l'écriture certaines lourdeurs comme les résultats montrent que les filles s'orientent davantage. Non, les filles s'orientent davantage. Entre parenthèses, tableau 1, tableau 3, pour, si le lecteur veut plus d'informations, il va lui-même voir. Donc essayez d'écrire simplement, ce qui demande évidemment que vous vous entraîniez. Essayez d'écrire le plus simplement possible. Donc j'ai posé le contexte, je ne perds pas de vue la question à laquelle le tableau me permet de répondre, à laquelle le tableau cherche à répondre. Je décris les principaux résultats le plus simplement possible. Et bien sûr, dernière étape, j'essaie d'interpréter. Qu'est-ce qui fait que les filles sont davantage présentes dans les filières littéraires? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, comme hier d'ailleurs, les garçons sont davantage présents en médecine, en biologie, en mathématiques? Comment on peut comprendre ces variations? Comment on peut les expliquer? Et donc, là, je peux émettre soit quelques hypothèses, soit, bien sûr, en m'appuyant sur mes lectures, mes cours, je vais essayer d'aller analyser ces résultats et donc produire une interprétation. Donc, il y a plusieurs pistes d'interprétation. Ce que l'on sait aujourd'hui, donc je ne vais pas entrer ici dans le détail, je vous
vous avez sans doute des cours sur les rapports sociaux de sexe, sur la socialisation familiale des jeunes filles et des jeunes hommes qui vous donneront des billes hein, pour commenter ces tableaux, ces données. Mais ce que l'on sait, évidemment, c'est que la socialisation scolaire des enfants est sexuée. Évidemment, on ne peut pas dire que les garçons seraient spontanément, naturellement plus enclins à suivre des parcours scientifiques. Hein. Ils ne sont pas nés matheux, ils n'ont pas non plus un esprit plus logique, comme on a pu communément l'entendre, que les femmes. Ils sont davantage dirigés, portés vers les filières que l'on dit filières d'excellence, donc qui sont les mathématiques, la physique, la médecine. Voilà. Ils sont portés, socialisés vers ces filières-là. Donc il y a, dès le plus jeune âge, dans l'environnement sociétal en général, dans la famille, à l'école, il y a une socialisation hein, qui fait qu'ils vont être amenés à choisir, à privilégier certaines voies plutôt que d'autres. Donc, parmi les résultats que l'on connaît, hein, on sait qu'aujourd'hui les filles ont de meilleurs résultats scolaires que les garçons. Elles poursuivent plus longuement leurs études dans l'ensemble. Elles ont des meilleurs taux de réussite au bac, elles ont de meilleurs taux de réussite dans l'enseignement supérieur. Et pourtant, sur le marché du travail, elles occupent des postes encore, même si les inégalités, à certains niveaux, les inégalités se tassent, mais elles occupent des postes moins prestigieux et elles occupent des postes avec une moindre responsabilité et moins bien rémunérés. D'accord ? Bien qu'elles soient globalement plus diplômées. Mais elles ne sont pas détentrices des mêmes diplômes. Elles ont moins souvent des diplômes d'ingénieurs et elles vont davantage vers des disciplines, vers le soin, vers la petite enfance, parce qu'on va donc les inciter, pas forcément de façon consciente, hein, mais la société va les inciter et elles-mêmes vont avoir le sentiment de choisir ces parcours qui seraient plus adaptés à leur future vie de mère, de femme, hein, gérer par exemple vie familiale et vie professionnelle. Bon, on peut avoir différentes justifications qui amènent donc ces femmes à opter pour certains postes de la fonction publique, vers certains concours administratifs où elles pourront donc cumuler profession et vie familiale. Je vous invite, pour aller plus loin, hein, à lire ou à relire un ouvrage qui s'appelle « Quoi de neuf chez les filles ?» qui a été écrit donc par Baudelot et Stablet en 2007. C'est un petit ouvrage très accessible qui revient sur ces orientations, sur les discours tenus par les familles, par le corps enseignant. Et un des résultats intéressants pour conforter cette idée qu'il n'y a pas évidemment de cerveau masculin qui serait différent du cerveau féminin, ce sont les résultats des enquêtes PISA. Hein, les enquêtes PISA sont des enquêtes internationales où on voit que dans chaque pays, quasiment dans chaque pays, les garçons ont de meilleurs résultats en culture scientifique comparés aux filles, et que les filles, elles, devancent les garçons dans certains exercices, par exemple, de compréhension. Donc, on voit ce décalage hein, en faveur des garçons pour tout ce qui est scientifique. Donc, pays par pays, les garçons réussissent mieux dans tout ce qui concerne le scientifique, les mathématiques. Mais ce qui est très intéressant dans ces résultats PISA,
c'est que d'un pays à un autre, on voit que les décalages, les écarts sont bien plus importants entre garçons et filles d'un pays à un autre. C'est-à-dire que si en France, par exemple, l'écart entre filles et garçons est de 8 points, en faveur des garçons pour la dimension scientifique, il va être de 34 points entre, si on compare les jeunes filles françaises aux jeunes filles finlandaises. Ce qui signifie que les jeunes filles finlandaises arrivent bien avant les garçons français. Et donc, évidemment, là, ça relativise cette prédominance des garçons. Donc, voilà, regardez un peu ces résultats, ils sont intéressants et ils confortent l'idée, le fait qu'il n'y a pas d'inégalité naturelle, mais que ces décalages entre garçons et filles sont le produit d'une socialisation, sont le produit d'un environnement dans lequel les enfants, les jeunes, les adultes évoluent. Alors, une fois qu'on a vu les écarts à la moyenne, il y a un autre indicateur qu'on peut utiliser qui s'appelle l'écart à l'indépendance. Alors, à quoi sert l'écart à l'indépendance? Donc, dans l'écart à la moyenne, on a vu qu'il y avait une situation en droit où, a priori, il n'y avait pas de différence entre garçons et filles. On avait à peu près le même pourcentage. Mais on peut se demander finalement qu'est-ce que c'est l'indépendance stricte? C'est quoi quand il n'y a pas de lien entre une dimension et une autre? Et donc, on va passer, dans l'écart à l'indépendance, on va passer d'une situation, donc l'écart au pourcentage moyen, d'une situation où on présentait les écarts sous la forme de pourcentage, à un indicateur où on présente les résultats sous la forme d'effectifs. D'accord? Donc là, on va essayer de trouver exactement en nombre d'individus, on va essayer de représenter donc l'indépendance stricte. Donc l'indépendance, je vous le rappelle, c'est la situation où il n'y a pas de lien entre deux modalités de deux variables croisées. Donc il n'y a ni attraction ni opposition. Alors, j'ai pris ici un tableau fictif, puisqu'on suppose que 100 individus ont été interrogés. Donc, je reste sur le même champ, qui est l'orientation de bachelier. Là, je suis sur une enquête fictive, 100 individus anciennes, en 1975. L'orientation des bacheliers selon le bac obtenu. Donc, toujours la même logique. Population, donc des bacheliers en 1975. Variables croisées ici, deux variables. En colonne, je trouve donc l'orientation. Est-ce qu'ils s'orientent? Donc trois modalités, plutôt vers l'université, vers les classes préparatoires ou une orientation professionnelle type IUT, BTS, etc. Donc première variable, la variable à expliquer puisqu'elle est en colonne. Variable à expliquer qui comporte trois modalités. Deuxième variable explicative, donc c'est la série du bac obtenu. Variable qui comporte, elle, 4 modalités littéraires, économiques, scientifiques, techniques. Ok? Donc, croisement de deux variables. À quelle question ce croisement permet-il de répondre?
Donc là, on a une seule possibilité puisque il y a un effet de chronologie, de temporalité. La question, c'est bien, est-ce que le bac obtenu a une incidence sur l'orientation post-bac? D'accord? Est-ce que le fait d'avoir un bac littéraire ou un bac économique ou scientifique ou technique va jouer sur le choix d'aller à l'université en classe prépa ou vers une orientation professionnelle? Alors, là, à partir de ce tableau d'effectifs, même s'il est fictif, d'effectifs observés, donc données que j'ai recueillies à partir de mon enquête, je vais essayer d'imaginer les effectifs que je devrais avoir dans mon tableau s'il n'y avait aucune liaison entre le bac obtenu et l'orientation choisie. D'accord? Donc, je vais essayer de retrouver, ligne par ligne, quels devraient être les effectifs présents dans mon tableau s'il n'y avait pas d'incidence du bac sur les choix post-bac. Donc, je vois dans le tableau, c'est pour ça que volontairement je l'ai mis en base 100, c'est quoi, un effectif de 100 individus. Je vois dans mon tableau que parmi les 100 étudiants interrogés, 50, donc là je lis la situation marginale de mon tableau des effectifs observés, je vois dans mon tableau que sur les 100 étudiants, 50 déclarent aller à l'université. Combien, s'il n'y avait ni attraction ni opposition, combien d'étudiants qui détiennent un bac littéraire devraient s'inscrire à l'université? Donc, à peu près, si je regarde juste ma situation marginale, je vois que 1 sur 2 s'oriente à l'université. En général, un étudiant sur 2 est inscrit à l'université. Combien est-ce que je devrais en avoir parmi ceux qui ont un bac littéraire à l'université? Il y en a 20, toujours je regarde juste là les situations marginales, il y a 20 étudiants qui ont obtenu un bac littéraire. Combien devraient aller à l'université si je respectais ma situation marginale, ma situation moyenne, qui est que 1 sur 2 va à l'université? Eh bien, sur les 20 qui ont un bac littéraire, si 1 sur 2 allait à l'université, je devrais en avoir 10 à l'université. D'accord? Donc, le tableau ce que l'on va appeler des effectifs théoriques, le tableau des effectifs théoriques on regarde dans un premier temps juste les marges. Donc, 50 étudiants sur total de 100, 50 vont à l'université. Un étudiant sur 2 va à l'université. Donc, si je regarde le bac, parmi ceux qui ont un bac littéraire, ils sont 20. Si 1 sur 2 allait à l'université, il devrait être 10 à l'université. Combien
de jeunes ont obtenu un bac économique? Ils sont 20 également. Combien est-ce que je devrais en retrouver à l'université? Pareillement, 10, 1 sur 2. Combien de jeunes ont un bac scientifique? Bac scientifique, je vois que j'ai 30 jeunes qui détiennent un bac scientifique. Si un jeune sur 2 allait, parmi ceux qui ont un bac scientifique, parmi les 30, si 1 sur 2 allait à l'université, je devrais donc en trouver 15 à l'université. Et enfin, parmi ceux qui ont un bac technique, j'en ai en tout 30 également, comme pour les bacs scientifiques. Si 1 sur 2 allait à l'université, il devrait être 15. Donc dans ces situations-là, on voit qu'il n'y en a ni plus ni moins que ce qui était attendu, donc que la situation moyenne. Et on voit donc ici que l'on a des effectifs dits théoriques qui sont les effectifs que l'on devrait avoir, que l'on devrait obtenir s'il n'y avait ni lien positif ni lien négatif entre les deux dimensions croisées. Donc entre le fait d'avoir un bac littéraire et le fait d'aller à l'université, entre le fait d'avoir un bac éco et le fait d'aller à l'université. Et on peut donc répéter cette opération pour les classes prépa ou pour l'orientation professionnelle, en regardant à chaque fois la situation marginale, donc 10%, 1 sur 10 devrait, parmi les 20, si 1 sur 10 allait à l'université, il devrait donc être 2. Si 1 sur 10 parmi les 30, il devrait donc être respectivement 3 et 3. Et puis évidemment, on vérifie qu'on retombe bien sur notre bon total. D'accord? Donc là, à chaque fois, vous pouvez procéder au même raisonnement et donc avoir votre tableau des effectifs théoriques, qui est un tableau hypothétique d'indépendance, c'est-à-dire le nombre d'individus qu'on devrait trouver s'il n'y avait pas de lien entre les différentes modalités des deux variables croisées. Et donc là, dernière colonne. Dernière colonne, alors là, 40%, 4 sur 10, c'est un petit peu plus compliqué. Il peut être utile, dans ce cas-là, de comprendre un peu ce que l'on a fait. Donc, soit on dit qu'on divise par 5 à chaque fois, soit on réfléchit à la gymnastique, finalement, à laquelle on a procédé, on essaye de formaliser un peu notre raisonnement. Quand on dit 1 sur 2 de 20, ou voilà, 50% de 20, ou 10% de 20, ce qui nous donne à chaque fois donc 10 ou 2, qu'est-ce que je fais? Je fais le produit des marges sur le total. Donc, l'exercice, là, que je vous ai montré, le raisonnement que je vous ai montré, si je le formalise, c'est produit des marges sur total. Donc là, pour la deuxième colonne, je fais 20 multiplié par 40 divisé par 100 et j'obtiens donc le résultat
le résultat final, si j'arrive à l'écrire. Voilà, 8. Donc 20 multiplié par 40 divisé par 100. Donc évidemment, j'obtiendrai la même chose pour ceux qui ont un bac éco, puisqu'ils sont 20 multiplié par 40 divisé par 100. On a le même effectif théorique. Et pour les deux derniers, donc 12, 30 multiplié par 40 divisé par 100 et 12 également, 30 multiplié par 40 divisé par 100. Voilà, donc l'effectif théorique, c'est, donc là je vous remets la formalisation, l'effectif théorique, c'est une situation hypothétique d'indépendance. On imagine qu'il n'y a aucun lien entre les deux dimensions croisées et on obtient donc l'effectif que l'on devrait obtenir si effectivement il n'y avait pas de lien entre la variable explicative et la variable à expliquer. On l'obtient en faisant marge ligne multipliée par marge colonne divisé par le tableau. On dit qu'il s'agit d'un tableau connu par ses marges, puisqu'on reprend les marges du tableau des effectifs observés, et à partir des marges du tableau des effectifs observés, on obtient donc le tableau des effectifs théoriques. D'accord ? Donc on parle des marges et on remplit les cases du tableau. Dernière étape, donc on a notre premier tableau, les effectifs observés, ce que l'on a recueilli à partir de notre enquête. On en a déduit, donc à partir des marges, je viens de le dire, à partir des marges de ce tableau des effectifs observés, on en a déduit notre tableau des effectifs théoriques. Quels individus, quelle répartition devrait-on avoir s'il n'y avait pas de lien entre notre variable expliquée et notre variable explicative? À partir de ces deux tableaux, effectifs observés, effectifs théoriques, on peut en déduire le tableau des écarts à l'indépendance qui se calcule tout simplement en faisant l'effectif observé moins l'effectif théorique. Qu'est-ce que j'ai observé? Qu'est-ce que j'aurais dû avoir s'il n'y avait pas de lien? Et donc, quelle est la différence entre les deux? Donc là, j'observe que les étudiants, parmi les étudiants qui ont un bac littéraire, 14 vont à l'université. J'en attendais 10. Il aurait dû y en avoir 10 s'il n'y avait pas de lien entre mes deux dimensions. Il y a bien une différence de plus 4. Donc il y a plus 4 individus par rapport à ce qui était attendu en cas d'indépendance. Voilà, et je peux ainsi de nouveau remplir mon tableau d'écart à l'indépendance. La particularité de ce tableau, c'est que les marges sont nulles, donc les marges valent 0, évidemment. Tableau des effectifs observés moins tableau des effectifs théoriques qui a les mêmes marges, donc la même chose moins la même chose, ça fait rien. Donc vous devez absolument, lorsque vous calculez votre tableau des écarts à l'indépendance, pouvoir retomber sur 0. Et donc, dans ce tableau, pareil, même procédure que pour l'écart au pourcentage moyen. D'ailleurs, évidemment, si que je fasse le tableau des écarts au pourcentage moyen ou que je fasse le tableau des écarts à l'indépendance, même si l'un est présenté en pourcentage, l'autre est présenté en effectif, évidemment, je dois retomber sur les mêmes signes au final. Il y a un lien, il y a les mêmes résultats, il y a les mêmes attractions et les mêmes oppositions que l'on présente ces résultats en effectif ou en pourcentage.
Donc là, je vois où sont les attractions, où sont les oppositions et où sont les situations strictes d'indépendance, à savoir, par exemple, donc dans ce tableau, on voit qu'il n'y a pas de lien entre le fait d'avoir un bac littéraire et le fait d'aller en classe prépa. Zéro, absence de lien, pas d'incidence du bac sur l'orientation en classe prépa. Et pareillement, parmi les étudiants qui détiennent un bac scientifique, il y a aussi une absence de lien dans l'orientation à l'université. Ils sont ni surreprésentés ni sous-représentés. Donc, entre écart au pourcentage moyen et écart à l'indépendance, même façon de lire les résultats et de présenter nos résultats dans un tableau des signes, par exemple. Il faut juste faire attention que donc le tableau des écarts à l'indépendance exprime des effectifs, alors que le tableau des écarts au pourcentage moyen, lui, est présenté sous la forme d'écarts au pourcentage, hein, comme son nom l'indique. D'un côté, on a des effectifs, de l'autre, on a des pourcentages. Et enfin, donc, ce qui caractérise mon tableau des écarts à l'indépendance, c'est que, et vous pouvez donc à chaque fois vérifier que vous tombez bien sur des marges qui sont nulles, toutes les marges du tableau valent 0.